Ah, Superman, le premier des super-héros et encore l'un des plus célèbres. Certes, tout le monde ne l'apprécie pas, le trouvant ennuyeux ou trop gentil, et préférant des anti-héros plus sombres, mais pour peu qu'on prenne la peine de le connaître vraiment, il n'a pas volé sa célébrité constante depuis 78 ans. C'est un héros idéal à l'instar de Spider-Man ou de Captain America. L'optimisme, c'est donc son rayon. Pas étonnant de la part d'un héros créé à une époque de grande inquiétude pour l'humanité, juste avant la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel, c'est que les gens croient en Superman. Il leur redonne un peu d'espoir. La confiance en un monde plus juste. Ce qu'on attend d'un héros, c'est qu'il nous fasse rêver. Dira Lois dans Lois et Clark. Sa longue histoire ne fut pas irréprochable, à commencer par l'âge d'argent plein d'idioties et de mauvais tours que se jouaient les personnages, y compris ceux censés être bons. Et à l'époque, Superman n'échappait pas à la règle qu'on surnomme depuis la Super Decree, justifiée en partie par le fait qu'alors, c'était son identité héroïque qui comptait le plus. Heureusement que depuis, les scénaristes ont réalisé que la vraie identité est Clark et non pas un déguisement. Lois, Superman, c'est ce que je peux être. Clark, c'est ce que je suis vraiment. Dit-il, toujours dans Lois et Clark. Faisant depuis du personnage un modèle de gentil garçon, sans zone d'ombre certes, mais sur qui on pourra toujours compter. À noter que contrairement à une croyance populaire, il n'est pas ennuyeusement invincible, vu que son pire ennemi est un simple mortel. Pour peu que l'on dispose d'une technologie suffisamment avancée, des mêmes pouvoirs que lui, de magie, ou même simplement de kryptonite, on peut représenter un challenge pour l'homme d'acier. Ce dernier est loin d'être bête, il est juste, par contraste, moins intelligent que Batman, mais pas stupide pour autant. Je rappelle qu'il est journaliste d'investigation et a bien souvent trouvé par lui-même la clé des énigmes auxquelles il est confronté. Ce n'est pas non plus un chien du gouvernement, puisqu'il s'est élevé contre les iniquités de celui-ci plus d'une fois, à commencer par la période où Lex Luthor était président. Et non, sa grande différence avec l'humain de base n'empêche pas l'identification du spectateur, bien au contraire. Joe Siegel et Jerry Shuster, les créateurs originaux, se sentaient sans doute proches de cet alien par le fait qu'ils étaient fils d'immigrés, donc, et aussi américains par adoption. En outre, rappelons qu'il n'est Superman que la moitié du temps. Son identité secrète de Clark Kent, c'est non seulement un homme qui doit travailler pour payer son loyer comme tout à chacun, mais disons-le aussi, un nerd. Bien avant Peter Parker, Clark permettait déjà l'identification du gars timide à lunettes, n'osant pas séduire la fille de ses rêves et souhaitant qu'elle le connaisse comme un alter ego bien plus exceptionnel. Dans son cas, bien sûr, il doit jouer les trouillards pour préserver son secret, et non pas parce qu'il caricature les humains qu'il méprise, n'en déplaise à David Carradine dans Kill Bill. Bien au contraire, l'affection de Superman pour les pauvres mortels que nous sommes n'est plus à démontrer. Il pourrait servir de ses dons pour nous tyranniser, certes, il a des congénères qui ne s'en priveraient pas, mais pas lui. Son attachement à des terriens divers qui forment son entourage immédiat le justifie et le symbolise à merveille. Superman doit une grande partie de son intérêt à ce casting 3 étoiles qui l'entoure depuis longtemps, et sans lequel il serait bien seul. J'y reviendrai, mais pour le moment, voyons le casting, donc, de ceux qui ont eu la lourde tâche d'incarner cette lueur dans l'obscurité qui défend la vérité, la justice et le rêve américain. D'abord, j'exclus les comédiens de doublage de dessins animés, ce n'est pas tout à fait le même genre de travail, même si évidemment certains sont très bons. En français notamment, Emmanuel Jacomi, qui fit La Bête et Tarzan pour Disney, est l'une des voix les plus récurrentes pour le personnage et si adéquate qu'il y a une sensation de manque en son absence. C'est son boulot, elle est là pour choquer ses auditeurs. Elle crée la polémique, elle excite les foules. Je vais arrêter ce spectacle. Vous ne voyez pas que vous mettez ces gens en danger? Pour faire certaines choses. Crypto, non. Méchant chien. Kara est une amie. Laisse-la tranquille. Loïs, je vais devoir m'absenter un moment. On reprendra la discussion plus tard. Une chose dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. C'est ma mère patrie. C'est mon cœur. C'est elle qui me donne la force. De même, je ne pourrais évoquer les performances de Kirk Alyn et George Reeves,
les comédiens ayant interprété le rôle dans les serials des années 1940 et 1950. Je n'ai en effet presque rien vu des 10 serials restés inédits, si ce n'est pour Canal+ sur le second, mais je n'y avais alors pas accès, en tout cas de ce côté de l'Atlantique, et dont on ne trouve que de courts extraits YouTube en VO pur. Difficile de se prononcer dans ces conditions. Je dirais juste que Kirk Alyn me paraît physiquement plus ressemblant, mais George Reeves sera le visage du personnage jusqu'en 1978 pour le public, pas rien donc. Si je devais classer Reeves, je le placerai au même niveau que le troisième de la liste qui va suivre. Je ne jugerai pas non plus de la performance de Tyler Hoechlin dans la série Supergirl depuis 2015, et même si on le dit, pas si mal. Je ne regarde que les œuvres une fois achevées pour détecter les éventuels relâchements dans le jeu d'acteur, et celle-ci n'est pas finie actuellement. Et puis il y a ces performances dont on ne pourra jamais juger, parce qu'elles n'ont pas eu lieu, à savoir dans le film Superman Lives, que Tim Burton aurait dû tourner en 1997 et qui fut annulé. Nicolas Cage devait tenir le rôle, mais comment dire ? Je pense que j'aurais pas été convaincu, d'abord parce qu'il aurait dû porter un costume qui ne ressemblait en rien à l'original, et ensuite parce qu'il semble bien qu'on lui aurait fait porter l'infâme mulet dont le personnage était affublé entre 1994 et 1996 dans les comics. Mais surtout parce que la ressemblance physique est loin d'être fulgurante à en juger par les quelques photographies de pré-production qui nous sont parvenues. Disons que Nicolas Cage reste plus convaincant en Big Daddy de Kick-Ass. En Ghost Rider, non, n'exagérons rien. Commençons donc ce top 6 qui est bien et bien un top et pas une liste, c'est-à-dire qu'il représente bien une progression croissante du pire au meilleur. Alors, comment dire ? Je ne reprocherai pas à ce comédien ce dont on lui tient rigueur d'habitude, à savoir être britannique. Souvenez-vous, Superman lui-même est extraterrestre et donc pas américain de naissance lui non plus, si ce n'est par adoption. Je pense même que physiquement, c'est plutôt ça. Grand, cheveux sombres, yeux clairs, le minimum syndical est respecté. Je reprocherai même pas d'être mauvais acteur. Ses autres rôles donnent à penser que ce n'est pas le cas. Quoique, vous voyez la scène de Toys où Robin Williams hurle. Similairement dans le premier film, Cavill bugle qu'il fallait pas toucher à sa maman. Le rapprochement s'étant fait dans mon esprit, j'ai explosé de rire. Sauf qu'apparemment c'était pas censé être drôle. Henry Cavill se débrouillait bien, dans Immortel par exemple. Mais son rôle, c'est Thésée, le Batman antique, qui compte sur sa cervelle, alors que d'habitude Superman est, à juste titre, plutôt comparé à Hercule. Le vrai problème de Cavill, c'est qu'il sait pas jouer Superman en tout cas, bien qu'étant apparemment apprécié du grand public dans le rôle. Car Man of Steel est le film Superman le plus rentable à ce jour. Déjà, en 2011, j'aurais dû me méfier de la déclaration de Zack Snyder dans le magazine Geek. Il disait comment il avait choisi Cavill, sur la base de son apparence dans le costume. Personne n'a ri. D'habitude tout le monde se marre, même si ce sont de grands acteurs. J'espérais naïvement à l'époque que personne n'avait ri, car l'acteur avait dégagé une certaine impression de majesté. La vérité, hélas, tenait plutôt au fait qu'Henry Cavill et son tirage de tronche perpétuel plomberait même une journée d'anniversaire à Disneyland. Zack Snyder, cela étant dit, semble très mal comprendre le personnage, et le scénariste aussi, pour pas arranger les choses. David Goyer, scénariste de Man of Steel et de Batman vs Superman, méprise les comics et leurs fans de notoriété publique, n'ayant pas hésité à affirmer que Miss Hulk existe juste pour que Hulk puisse la faire. Le problème, ils sont cousins, et Hulk s'accommode fort bien d'une copine humaine, ce que David Goyer semble ignorer. Et puis Miss Hulk est formidable en elle-même, accessoirement. Goyer a aussi affirmé, en pleine convention, que ceux qui savent qui est le Martian Manhunter doivent encore être vierges. Ok, alors moi par exemple, je sais qui c'est, mais c'est grâce au dessin animé de la Ligue des Justiciers des années 2000, et non pas parce que je suis une boutonneuse qui vit dans le sous-sol de ses parents. Snyder, comme Goyer, semble avoir un sérieux problème avec Superman de toute façon. Zack Snyder ayant déjà affirmé, selon les interviews, soit qu'il n'aime pas le personnage, soit qu'il le trouve ennuyeux, le résultat étant qu'il ne le comprend manifestement pas.
Témoin de cette indifférence, les manquements de Man of Steel à la plupart des passages obligés des films et séries live de Superman depuis 1978. Par exemple, l'absence de la musique en fanfare de John Williams, ou tout du moins une variante. Dans la série d'animation de 1941 et le serial de 1948, il s'agissait déjà de fanfares et de probables sources d'inspiration de Williams. Dans Superboy, c'est une variante par exemple, mais le début y ressemble néanmoins. Même dans Supergirl. Mais, comme signalé dans le sketch Man of Steel d'une Nostalgia critique, ce film a le même thème et le même compositeur que The Dark Knight, et en plus lent. Here's my theme. Now here's your theme. It's like a semitone off. Batman s'accommode bien de cordes stressantes et d'inquiétantes chorales, car oui, je préfère moi la version Danny Elfman, mais sur Superman c'est de la dissonance sonore, tout comme on imagine Deadpool que sur du rap, Superman lui s'annonce en fanfare. Point. Également, les films de Snyder ne s'embarrassent pas de la présence de comédiens ayant joué auparavant dans une autre production Superman, et non, Amy Adams ne compte pas, car son rôle de crypto-monstre dans un épisode de Smallville était trop peu significatif pour peser dans la balance quand elle fut engagée pour être Lois Lane, rôle dont les directeurs de casting ne se souvenaient d'ailleurs pas. Sans oublier qu'Amy Adams sera aussi l'une des seules Lois à ne pas poser dans la cape de Superman, si ce n'est dans des montages photographiques. Mais le duo Snyder et Goyer avait fait du bon boulot sur Batman dans la trilogie à succès du Dark Knight et Snyder seul sur Watchmen, conduisant la Warner Bros à leur proposer d'adapter Superman aussi, comme, fut un temps, ils avaient envisagé de le faire avec Tim Burton en 1997, déjà réalisateur de Batman. Sans doute parce qu'aujourd'hui tout le monde, ou presque, tend à préférer Batman, la conclusion de la Warner fut que Superman devait lui ressembler davantage. Mauvaise idée. Au contraire, heureusement que Superman n'est pas Batman. C'est ce qui fait son charme, et si on veut du Batman, ben on regarde du Batman, pas du Superman, ça me semble logique. Mais apparemment pas pour la Warner. En conséquence, la photographie est grise, le costume d'habitude éclatant est excessivement sombre, et blasphème, il n'a pas le fameux slip. Tendance moderniste s'il en est, que je ne comprendrai jamais. Je veux dire, loin d'être ridicule, c'est un genre la norme pour tous les super-héros et provient de la source d'inspiration du costume original de Superman, Hercule de Foire. Batman en portait un. Et puis surtout, Henry Cavill passe son temps à faire la tête d'un bout à l'autre de ses films. Le pire, c'est qu'il est parfaitement capable de sourire si j'en crois les photos de lui hors scène. Mais dans les films, on croirait presque voir une version mâle de Kirsten Stewart. J'imagine volontiers Zack Snyder donner ses directives de la sorte. C'est ça Coco, tire la tronche, ne souris surtout pas, c'est pas comme si tu jouais un héros optimiste, oublie pas qu'on est dans Batman. On jurerait qu'ils se sont tous trompés de plateau en effet. Est-ce que c'est parce que Snyder est absolument incapable de faire un super-héros autrement ? Peut-être, et d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on lui a demandé de toute façon. Seul petit problème, le résultat n'est pas Superman. Superman n'est pas sombre et sérieux, lui.
Et je me demande si ce changement drastique n'est pas destiné à ceux qui n'aiment pas le personnage. Mais si de base, vous l'appréciez tel qu'il est, c'est-à-dire bon enfant, qu'on le veuille ou non, un mot. Aïe. Et si ce n'était qu'un problème d'apparence et d'expression? Seulement voilà, il y a aussi le scénario. Du coup, il y a ce système d'errance et de flashback pour les montrer. Ce Clark-là passe les 3/4 du film aéré avec une barbe de clochard pour se trouver. On est donc assez loin de l'héroïsme. Et quand il s'y met, le film est réalisé par Zack Snyder, grand fan devant l'éternel d'action soutenue. Par conséquent, dans sa lutte contre Zod, ce Superman détruit presque complètement Metropolis, donc difficile de voir en lui un héros au sens propre du terme. Dans Suicide Squad, Amanda Waller définit Superman comme la torche dans l'obscurité qui a fait sortir les rats de l'ombre, et c'est en effet ce à quoi correspond le personnage traditionnel. Mais la version Henry Cavill, on est bien sûr qu'on parle du même. Déjà, il y a l'infâme scène de tordage de cou de Zod. Certes, en 1980, ce même personnage mourrait probablement après avoir été balancé, mais justement, son décès, on n'en était pas sûr. Là, aucune ambiguïté sur le fait que ce Superman tue violemment, alors que l'original a une règle de « je ne tue pas ». Et la seule fois où il a dû y contrevenir, à la fin de l'ère de l'âge d'argent, le Superman d'alors s'est puni en se privant volontairement de ses pouvoirs. Dès sa jeunesse, Superman, selon Henry Cavill, faisait preuve d'un esprit plutôt vindicatif, n'hésitant pas à embrocher un camion, soit dit en passant l'outil de travail de son propriétaire, juste parce qu'il s'était disputé avec le routier. Certes, Tom Welling dans Smallville déplaçait la voiture de son rival sur un toit, ou Christopher Reeves revenait se battre avec la brute qu'il avait blessée alors qu'il n'avait plus de pouvoir. Mais vous en conviendrez, déplacer un véhicule, c'est pas le rendre hors d'usage, et Reeves tenait à rembourser les dégâts. On garde un côté nice guy, ici totalement absent. En fait, Batman versus Superman donne dans la surenchère avec cette histoire de futur possible, ou peut-être cauchemar, où Superman devient bien entendu tyrannique et dangereux pour l'humanité. Un scénario vu, revu et re-revu dans Injustice, les dieux sont parmi nous, Un monde meilleur, qui est devenu Metropolis, JL Axis, Red Son, Reign of the Superman, The Dark Knight, Animal Man, etc. Tout ceci ne concerne que le côté héroïque, mais il y a peu de choses à dire sur le civil. En effet, Clark ne décide d'endosser une identité secrète qu'à la toute fin du premier film, et vu avec ses lunettes, et aux planètes, moins de 30 secondes. Et dans le deuxième film, bof, c'est plus une intro à la Ligue des Justiciers, donc pour Superman, il n'est plus guère le temps. La preuve, il a que 43 répliques. Sa réelle utilité étant d'être le punching ball de Batman, parce que le freaking Batman, comment qu'il est trop mieux que lui. Il ne lui arrive rien, à part prendre un procès aux fesses pour dégâts, quand même, et crever dans l'indifférence générale. Messieurs, dames, votre héros. Ajoutez-y le fait que le premier film ne s'appelle pas Superman et que personne ne prononce ce nom, ou en tout cas se fait promptement interrompre avant d'avoir pu le dire, comme si c'était un gros mot, et qu'on ne pouvait pas l'assumer. Eh bien, si la suite ne s'était pas appelée Batman vs Superman, ça aurait été pour moi la clé de l'énigme. Ce type-là n'est tout simplement pas Superman. Le film ne peut manifestement tourner qu'autour de « Fais la tête, man ». Quand c'est pas pire, bien sûr, je cherche toujours comment me javeliser la tête de la vision d'horreur de Superman debout, sur des tas de crânes, là où je me serais plutôt attendu à voir le Punisher ou Spawn. Je sais bien qu'il n'est pas Deadpool non plus, mais il faut un minimum de zone grise. Et ce n'est pas les allusions messianiques d'une subtilité d'enclume qui me le rendront plus sympathique. Moi aussi j'ai vu le rapport, trouver tel Moïse dans les buissons. Encore que Man of Steel est le seul film où cette scène manque. Mais un Messie aussi violent, je crois que je lui dirais que je n'ai aucune envie d'être sauvé par lui. Dans le film, le rôle est aussi tenu par Cooper Timberline étant enfant, et Dylan Sprayberry en tant qu'adolescent. Je serais pas trop dur avec l'enfant, qui fait de son mieux. L'idée de la longue adaptation des sens est certes étrange et faite pour assombrir le scénario, mais cet enfant est encore héroïque, donc et ce n'est pas trop mal. Dylan Sprayberry en revanche est une vraie tête à claque dans la plupart des scènes où il apparaît, notamment parce qu'assez ingrat pour oser sortir à Jonathan Kent
la phrase cliché de l'ado adopté bougon et en crise. « T'es pas mon père !» On n'échappe pas au cliché suivant attaché à cette phrase déjà cliché par la suite. Messieurs, dames, les orphelins de fiction, retenez-le une fois pour toutes. Dire cette phrase à l'homme qui vous a élevé, c'est l'exposer de mort certaine qui ne manque pas d'arriver entre 30 secondes et quelques heures. Et pour couronner le tout, Dylan Sprayberry regarde passivement mourir son père adoptif alors que cette version est la seule où il aurait pu y faire quelque chose. Je déplore plus que tout qu'avec 2 autres films en préparation, non seulement Henry Cavill risque d'être le comédien ayant interprété le plus souvent le rôle au cinéma, mais en plus il sera le visage officiel de ce héros pour les générations à venir. Ces dernières ne connaîtront pas ce personnage pour lui-même, et qui est attachant en lui-même, mais le verront tel que ses détracteurs le voient, puisque ce sont eux qui l'ont façonné de la sorte. Les autres acteurs de Superman ont tendance à désapprouver cette version d'ailleurs. Dean Keane n'avait pas trouvé ça drôle du tout, et Brandon Routh a toujours eu plutôt Christopher Reeve pour modèle. La qualité charmante, positive à propos de Superman, est cette qualité inspirante qui nous permet de voir le bon côté de l'humanité et de se voir s'y refléter. Cette grandeur qui se reflète en chacun de nous, c'est ce côté de Superman que j'aime plus le voir, dira Brandon Routh. Superman, selon Henry Cavill, vous l'avez peut-être apprécié, mais sans doute parce que de base vous préférez Batman ou que vous ne connaissez pas du tout, ou les deux. De même que Poison Ivy dans Batman et Robin était passé comme une lettre à la poste pour moi en raison de mon ignorance sur le sujet. Mais quand j'ai creusé un peu, j'ai compris l'indignation des fans, comme on dit. Le rôle qu'on a attribué à cette version de Superman ne devrait-il pas plutôt être tenu par Spawn, le Punisher ou même Batman ? Personnellement, je suis d'accord avec le « moins de bras du noir et plus d'espoir » concernant Superman. Deux acteurs, car John Helms Newton tint le rôle titre dans la première saison de la série Superboy, et Gerard Christopher dans les saisons suivantes, les producteurs sceptiques avec le premier casting l'ayant changé. Mais aucun n'est foncièrement meilleur que l'autre. Certes, le personnage respecte les fondamentaux de Superman, comme le suggère le titre, mais il n'est pas vraiment Superman. Superboy, ou Superman, encore adolescent, est un cas particulier au départ, car créé par DC Comics pour avoir un personnage de Superman non créé par Joe Siegel et Jerry Shuster, et ainsi ne pas leur verser de royalties. Mais de qui se moque-t-on ? Le personnage fut populaire dans les années 1950 et 1960, mais est suffisamment tombé en désuétude pour que le nom évoque avant tout un jeune clone de l'original, aujourd'hui. En fait, quand la série télé fut lancée en 1988, le Superboy, ancienne formule, avait déjà disparu de la continuité officielle depuis 3 ans. La principale motivation des producteurs, les mêmes que ceux des films des années 1980, était tout simplement de créer une série qui ne nécessiterait pas d'engager Christopher Reeve, donc une version plus jeune. Eh bien physiquement, l'un comme l'autre se valent, la ressemblance n'est pas mal, mais les costumes font un peu plastique au niveau des éléments qui en sont faits. Mais il s'agit de la télévision, donc ça pouvait pas être autrement. Niveau scénario, c'était kitsch, et avec des jeunes acteurs pas toujours convaincants. Mais surtout, il s'agit de Superman jeune, et comme quand on raconte l'histoire du chien de Superman, disons qu'à cette période de récit est bien moins épique. Il peut y avoir les mêmes méchants, mais le problème vient des alliés. À cette époque, il ne peut y avoir ni Lois, ni Jimmy, ni Perry. En outre, plutôt que de réemployer le personnage de Pete Ross, ami de Clark qu'on trouve dans les comics d'origine et dans Smallville, la série invente successivement les personnages inconnus pour les spectateurs de TJ et Andy. Avoir Superman, ou plutôt Superboy, c'est déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas longtemps s'il est sans son casting d'origine. Ajoute-y le fait que si John et Gerard jouent une version de Clark à lunettes, la façon d'être et d'agir n'est pas très différente de Superboy, à se demander pourquoi personne ne le reconnaît. Alors certes, ces comédiens n'ont pas transformé Superman en sa propre antithèse, eux, mais ne l'ont pas non plus transcendé. Suivant. C'est plutôt un bon Brandon, plutôt ressemblant à un détail près, les yeux marrons. J'insiste, c'est l'anti-bleu, ça se voit pas. Mais sinon, belle gueule, grand et fort, tout y est. Il a foi en le personnage, on l'a vu.
Il est même le dernier en live à assumer le vrai costume, et parfois la boucle de cheveux, slip compris. Même si les coloris sont déjà grisâtres, années 2000 oblige, mais rien que pour ça, il mériterait une standing ovation. Superman Returns est un film censé être dans la continuité directe de Superman 1 et 2, les films de 1978 et 1980, ignorant les deux mauvaises suites de 1983 et 1987, donc génial. Et de fait, Brandon Routh réussit très bien à prendre la suite crédible de Christopher Reeve. La preuve ? J'ai vu Brandon Routh dans un court rôle au début d'un autre film, et au départ je me suis dit, cette tête me dit quelque chose, est-ce que c'est Christopher Reeve ? Avant de réaliser que le film était trop récent. Renseignement pris, le rôle était de Brandon Routh, et s'il me donne cette impression, c'est que, question de me faire penser à Christopher Reeve, c'est plutôt réussi, mais pour respecter l'essence du personnage aussi. En Superman, il sauve les gens des incendies ou des accidents d'avion, fracasse une voiture comme sur la couverture de son premier numéro, le tout au son de la fanfare de John Williams. En tant que Clark, c'est le dernier à assumer en live d'être un alter ego maladroit. Durant les âges d'or et d'argent, années 1940 à 1960, pour éviter d'être reconnu, Clark feint d'être trouillard et timide, et parfois même maladroit dans des proportions épiques, dans son identité secrète. Ça marche plutôt bien comme on le sait, mais a priori difficile de s'attacher à un tel homme s'il est le focus de l'histoire. Dans les années 1980, après qu'il était décidé que la personnalité Clark serait la personnalité principale, on le rendit plus badass pour le rendre plus intéressant. Donc, quel est le mieux ? Clark le presque normal ou l'empoté ? Il y a deux écoles et je suis pas vraiment décidé entre les deux. Mais la version maladroite de Brandon Routh est plutôt attachante justement. Même le comédien adolescent qu'on voit dans le flashback au début du film, Stephen Bender, quand Clark apprend à voler, est plutôt convaincant. On partage son enthousiasme à découvrir ce pouvoir. Et à l'époque, il porte déjà des lunettes. Un hommage lointain à Superboy, justement. Bryan Singer, contrairement à Zack Snyder, est un fanboy, en tout cas des films des 1980. Ça se voit. Même musique, même visuel, générique identique et quelques gags mythologiques. Regardez là-haut dans le ciel. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, regardez, c'est... Ou la tirade de Superman sur la sécurité aérienne, reprise du film de 1978. Voilà, j'espère que ce petit incident ne vous dégoûtera pas du transport aérien. Les statistiques démontrent que c'est encore celui qui comporte le moins de risques. Bon. Espérons que cette expérience ne vous a pas dégoûté de l'avion. Si on s'en réfère aux statistiques, ça reste le moyen de transport le plus sûr. Moi aussi j'adore ces films, en tout cas les deux premiers. Alors pourquoi Brandon Routh n'est pas plus haut dans la liste ? Parce qu'apparemment un auteur fanboy peut paradoxalement aussi être aussi préjudiciable qu'un auteur qui n'aime pas son sujet, on en a la preuve. Le mieux, ça reste peut-être l'entre-deux, comme lorsqu'un scénariste ne connaît pas vraiment son sujet. Je voulais dire qu'il ne connaît pas son sujet et qui décide de coller aux fondamentaux, pas comme ici donc. C'est ce qu'a fait Bryan Singer quand il a dirigé le premier X-Men, des personnages dont il n'était pas familier et c'était réussi. La raison pour laquelle on lui a demandé de diriger ce Superman, où son enthousiasme a bien au contraire dirigé le film dans le mur. Brandon Routh est hélas le seul élément réussi, avec quelques personnages secondaires comme Martha, Jimmy ou Perry, pas mauvais, mais vus trop brièvement. Les autres personnages secondaires, au rôle important, sont hélas soit trop effacés, soit en fond des caisses. Et je suis désolé, mais Superman sans son supporting cast habituel est bien seul, même s'il est l'essentiel. Brandon Routh est plombé par l'entourage, et hélas. Et puis il y a le scénario. D'abord, je suis pas fan de l'humour très théâtral et cartoonesque de Superman Returns. Le reste est à moi. Même si les films d'ici actuels manquent cruellement de légèreté. Mais on peut faire un bon entre-deux. Voir les films de 1978 et de 1980 pour référence. Mais surtout, d'abord, Superman est méchamment maltraité par l'histoire qui fait de lui le super cocu de l'année. Il revient sur Terre après 5 ans d'absence, passé à vérifier si Krypton a bel et bien disparu. Et hop ! Il trouve Lois fiancée avec un enfant qui dit qu'elle n'a pas besoin de Superman. Je refuse de croire qu'en pareil cas, Superman ne se battrait pas pour ce qui lui revient de droit, la laisserait filer, et c'est pourtant exactement ce qu'il fait. Le garçon, Jason, se révèle être en réalité de Superman, qui semble avoir compris. Mais la fin ne résout pas ce souci, rien ne change. Superman s'envole en disant qu'il passera juste les voir de temps en temps.
J'imagine qu'une chute était prévue, mais il n'y en a pas eu. Et du coup, on a mal pour cette version de Superman. Surtout qu'à l'époque de la sortie du film, en 2006, Superman version comics était heureux en ménage avec Lois depuis plus de 10 ans. Donc contrairement aux 2 premiers films, pas d'excuse sur ce point. En outre, comme je l'ai dit, Superman n'est pas bête. Problème. Pour peu qu'on réfléchisse au scénario, il semble l'être dans ce film et c'est embarrassant. Car Superman Returns est censé prendre la suite de Superman 2 en 1980. C'était même certain puisque l'intro ne raconte pas l'histoire d'origine et qu'on devine que Jason a été conçu au cours de la nuit passée par Lois et Clark dans la forteresse de Solitude. Petit souci, à la fin de Superman 2, ce dernier promet au président des États-Unis de ne plus jamais s'éloigner longtemps. Bonjour, Monsieur le Président. Je regrette de m'être absenté si longtemps. Désormais, je serai plus vigilant. On comprend pourquoi. 2 jours dans la forteresse de Solitude, il a manqué l'invasion de la Terre par Zod et ses complices qui auraient pu être très graves. Et après avoir fait cette promesse, Superman, qui affirme en outre qu'il ne ment jamais, s'en va pendant 5 ans. Vous me direz, peut-être, qu'il a attendu un temps raisonnable, histoire de s'assurer que rien de mal ne pointait à l'horizon. Non, même pas. Il est certain qu'il est parti moins de 4 à 6 semaines après l'histoire avec Zod, soit seulement 1 mois. Comment le sait-on ? C'est simple. Lois était alors censée être enceinte, et ce détail ne peut échapper une super oui après 4 semaines, période où le cœur d'un fœtus se met à battre. Donc, Superman est bien parti au bout d'un temps ridiculement court, dans un espoir hypothétique, sans prendre le temps de dire au revoir ni de s'expliquer, sous prétexte que c'était trop difficile. Même s'il ne méritait pas l'accueil pour le moins dur qui lui a été fait, disons que je comprends un peu qu'on soit légèrement fâché après lui. Le scénario n'a donc vraiment pas aidé. Brandon Routh joue bien et convaincant dans sa fidélité au personnage d'origine, mais à l'impossible nul n'est tenu. En l'occurrence, surpasser un casting et un scénario qui l'ont vraiment pas mis en valeur. Désolé Brandon.